Bienvenue pour cette nouvelle conférence de l'Univers Shifté. Donc, je suis ravie de vous accueillir cet après-midi avec un panel de grande qualité pour discuter du rôle des entreprises dans la transition et en particulier du rôle des imaginaires pour faire bouger les entreprises. Alors, je vois que l'amphi se remplit. N'hésitez pas peut-être comme... Ouais, il y a des longues rangées à vous décaler un peu parce que je pense que les gens vont arriver progressivement par... le couloir central. Donc, je suis Emma Stocking, je travaille au Shift Project depuis un peu plus de 2 ans et cette question des imaginaires, de la mise en récit nous anime aussi beaucoup au Shift, à la fois dans le cadre du plan de transformation de l'économie française et de plus en plus dans nos travaux. Notamment, on travaille de plus en plus avec des scénaristes et d'autres acteurs du monde culturel et médiatique pour faire transitionner la France plus rapidement. Et aujourd'hui, donc, avec nos intervenants, on va s'intéresser au rôle de ces imaginaires dans leurs entreprises, donc avec différents points de vue. Et pour cela, je vais accueillir d'abord Fabrice Bonifay, directeur développement durable du groupe Bouygues, membre de longue date du Shift Project. Tu peux aller te mettre. Et également président du C3D, le collège des directeurs et directrices. J'imagine c'est ça le 4e D du développement durable. Ensuite, Caroline Novacki. Je m'assois ici. Chef de projet de l'initiative IRIS, lancée par Carbone 4 pour concevoir une nouvelle génération d'outils et de méthodes répondant aux besoins d'anticipation et d'évolution de la réflexion stratégique des entreprises. Elle va nous dire très concrètement ce que ça veut dire. Ensuite, Thomas Gauthier, qui est professeur à EM Lyon Business School, responsable pédagogique du cours Futur durable, avec des travaux de recherche qui portent sur l'anticipation, la prise de décision et l'action des organisations dans l'incertitude. Donc c'est pas mal d'actualité. Et enfin, Pierre-Jean Blazevic, directeur général de SMRI, société de mécanique et de robinetterie industrielle, filiale du groupe Ponticelli, à l'initiative d'un comité de prospective qui a un droit de veto sur les orientations stratégiques de l'entreprise, qui est également un ancien élève de Thomas. Donc, pareil, il nous en dira plus. Merci beaucoup à tous les 4 d'être présents aujourd'hui, d'être venus à Nantes donc, pour témoigner et discuter de cette question des imaginaires en entreprise. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de différents termes, imaginaire, scénario, prospective, récit. C'est le thème du week-end de l'Univers Shifté. Donc c'est un thème qui est vraiment central aussi pour l'action des shifters. Donc les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s'emparer de ces questions et pourtant on ne sait pas toujours de façon très concrète ce que ça signifie. Je vais peut-être commencer par m'adresser aux professeurs autour de la table, donc Thomas Gauthier, pour nous donner quelques éléments de sémantique. Quand on parle d'imaginaire, de prospective, de scénario, de récit, qu'est-ce que ça recouvre concrètement dans le monde de l'entreprise ? Merci Emma, bonjour à toutes et tous. Pour la faire très courte et donc certainement trop court, les futurs en entreprise sont à peu près partout et ils se cachent, pour ainsi dire, derrière chacune des décisions et chacun des actes qui sont posés, que l'on pense ou que l'on ne pense pas au futur. Il y a, quoi qu'il arrive dans une organisation, un récit officiel du futur qui est structurant et qui est à nouveau le soubassement des décisions que l'entreprise prend. La prospective, c'est un petit peu long évidemment à décrire, c'est quelque chose qui relève probablement plus de l'art que de la science, c'est quelque chose qui relève probablement plus de la pratique que de la théorie. Et l'enjeu, c'est quoi, pour le dire simplement? C'est d'élargir son rapport au futur, de ne pas voir d'un côté le futur juste comme un nouvel espace à coloniser, mais de voir peut-être le futur au pluriel comme des moyens de regarder le présent différemment. La prospective, c'est vraiment éclairer les actions présentes à la lumière des futurs possibles, pour citer l'économiste Michel Godet, qui a beaucoup œuvré pour la prospective en France. Donc c'est un outil d'aide au discernement dans un monde que tu as rappelé incertain, dans un monde contraint. La prospective, c'est quelque part se dire la planète est peut-être au plan physique finie, délimitée. Par contre, notre imagination, elle, doit être illimitée. Donc c'est un exercice presque un peu philosophique qu'on fait faire aux entreprises. C'est une philosophie en action, c'est une réflexion, comme le disait Gaston Berger, de l'homme et de la femme. Il ne le disait pas à l'époque, dans les années 50, dans un monde en accélération.
C'est une ambition intellectuelle, professionnelle, éthique, de reconnecter sans cesse ses pensées et ses actes, et d'avoir une certaine bienveillance, pour ne pas dire préoccupation, pour le futur. Très bien, donc la prospective comme art. Caroline, côté Iris, vous préférez justement parler de scénario prospectif plutôt que d'imaginaire. Pourquoi ce choix ? Oui, effectivement, je pense que pour nous, et je vais faire écho, je pense à beaucoup de choses que Thomas va dire, l'enjeu, c'est pas de raconter finalement un imaginaire et presque de vouloir l'imposer à des entreprises ou à des acteurs, c'est plutôt de révéler là où les imaginaires actuels des entreprises achoppent, pour justement effectivement élargir leurs perspectives et leur permettre d'imaginer d'autres moyens d'action. Et effectivement, du coup, ce qu'on essaye de faire, nous, dans nos scénarios prospectifs, c'est de réancrer, en fait, la stratégie des entreprises dans un horizon beaucoup plus long, d'ouvrir des perspectives différentes. Donc, on ancre dans les enjeux actuels des entreprises, mais aussi on fait attention à mettre en avant des enjeux, finalement, de limites planétaires qui concernent toutes les entreprises et de montrer en quoi est-ce qu'elles pourraient être beaucoup plus différentes, quelles sont les directions presque opposées qu'elles pourraient prendre, et d'ancrer effectivement du coup les décisions des dirigeants dans cette nouvelle perspective. D'accord. Et justement, ces perspectives, ces nouvelles perspectives, elles impliquent d'avoir délimité un peu les limites planétaires dans lesquelles on se situe. François Ruffin parlait ce matin, évoquait la théorie du donut. Donc, dans quelles limites planétaires faut-il amener les dirigeants aujourd'hui ? Enfin, le planétaire et social d'ailleurs. Effectivement, du coup, la nouveauté de l'approche qu'on a dans les scénarios Iris au sein de Carbone 4, c'est de mettre beaucoup plus l'accent sur les limites biophysiques qui vont déterminer finalement le terrain de jeu des entreprises et s'intéresser aux enjeux de ressources, aux enjeux bien sûr climatiques, mais aussi aux enjeux de biodiversité, etc. En fait. Donc aller beaucoup plus loin dans les limites planétaires. Et côté Iris, vous avez choisi de construire vos propres scénarios plutôt que de vous baser sur ceux de l'AIE ou du GIEC. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Effectivement, du coup, ce travail s'inscrit dans un rapport suite, en tout cas, où fait écho à un rapport du Shift Project de 2018, que Fabrice connaît bien, qui analysait la façon dont les entreprises aujourd'hui s'emparent des scénarios énergie-climat, tels que celui du coup de l'AIE ou du GIEC, et faisait le constat que ce ne sont pas forcément des scénarios qui sont adaptés ou faciles à prendre en main par les entreprises, et que du coup la façon dont elles les utilisent, c'est presque une programmation. En fait, elles prennent une des trajectoires de l'AIE ou du GIEC, souvent 1,5 ou 2 degrés, et ensuite elles déroulent ou elles font des analyses de risque. Et en faisant ça, elles perdent finalement une dimension importante de la prospective, qui est cette ouverture du cône des possibles, cet ancrage par rapport à leurs enjeux. Et c'est effectivement une des choses qu'on essaye de ramener avec le projet Iris. Aussi, encore une fois, en mettant beaucoup plus de paramètres dedans et en faisant un petit retournement finalement. Dans un scénario comme l'AIE, on a en endogène une augmentation du PIB, par exemple. Là, notre envie, c'est de se dire, on commence par comment nos modes de vie, comment nos sociétés pourraient changer. Encore une fois, pas en programmatique, mais en qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui comme changement dans la société, et donc vers quoi on pourrait aller, en essayant de maximiser les différences. Et ensuite, de mesurer, une fois que ces envies ou ces trajectoires se confrontent aux limites planétaires, qu'est-ce qui se passe ? Et à partir de là, on peut avoir des discussions sur quelle stratégie, quelle régulation, quelle économie. Donc finalement, de renverser la façon dont on peut faire de la prospective aujourd'hui. Très bien. Je vais justement me tourner vers Pierre-Jean Blazevic qui a mis tout ça de façon très concrète en place dans son entreprise. Est-ce que vous pouvez nous décrire déjà en quoi consiste ce comité de prospective et sur quels critères vous vous basez pour valider ou invalider des orientations stratégiques ? Alors, le comité de prospective consiste en un organe de gouvernance de l'entreprise, donc intégré directement au groupe. Et alors pour la validation donc, des orientations stratégiques, ou l'invalidation d'ailleurs, on se base surtout sur la raison d'être, sur l'alignement avec la raison d'être du groupe, qui est de contribuer à fournir aux hommes ce dont ils auront toujours besoin, de l'énergie, de l'eau, de l'alimentation,
la santé et de la sécurité. Donc si toutefois une orientation stratégique devait sortir de ce scope-là, elle serait immédiatement retoquée. D'accord. Et donc, vous vous êtes focalisé sur votre activité en tant qu'entreprise, ou vous avez également décidé d'utiliser des limites planétaires comme la théorie du donut de Kate Raworth? Comment est-ce que ça s'est mis en place? Alors pour le moment, on se focalise sur notre propre activité. C'est déjà un gros chantier. Et on envisage par la suite, évidemment, d'étendre notre champ aux extériorités de l'entreprise. D'accord. Et Fabrice Bonifay, donc, alors avec plusieurs casquettes, à la fois côté Bouygues et côté C3D, vous avez justement beaucoup d'expérience dans l'accompagnement des entreprises dans leur transition. D'ailleurs, même le terme de transition, je crois, vous pose un peu problème. Est-ce que, selon vous, on peut imaginer cette transition d'une entreprise si on n'imagine pas l'évolution du système global dans lequel elle évolue ? Alors c'est clair que les entreprises évoluent dans des cadres qui sont très régulés aujourd'hui. Ça dépend des secteurs, mais enfin il n'y a pas beaucoup de secteurs qui échappent à la régulation. Et les marges de manœuvre en fait sont pas si grandes que ça si on veut vraiment un changement systémique, si on ne change pas les règles du jeu réglementaires, fiscales, etc. Alors malgré tout, il y a quand même possibilité de faire 2-3 choses. Déjà, comme l'a dit monsieur, réinterroger sa raison d'être. La première question qu'on devrait se poser quand on est dans une entreprise, quand on est chef d'entreprise, c'est qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas? Et à cette question, si l'entreprise répond en fait rien, elle peut se poser des questions sur sa raison d'être précisément. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui fabriquent des trucs qui ne devraient même plus exister. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises qui essayent d'améliorer des produits qui eux-mêmes ne devraient plus exister. Donc rendre plus vert un produit qui ne devrait plus exister, ça n'a pas de sens. On peut faire la liste, si vous voulez. Et après, une fois qu'on a conscience de son impact, c'est se poser une deuxième question. Comme on ne va plus pouvoir produire comme avant, comme a dit madame, il y a des limites planétaires indépassables et qu'on peut négocier les lois économiques, parce que ça, c'est des conventions humaines, mais on ne peut pas négocier les lois physiques avant d'avoir le numéro le 07 de Dieu, et moi, personnellement, je ne l'ai pas. Donc, c'est la deuxième question, c'est qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas? Et là, on va lister toutes les externalités négatives produites par l'entreprise dans le cadre de l'exercice de son activité commerciale. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'entreprise compte ce qu'elle gagne, mais elle ne compte jamais ce qu'elle doit précisément aux écosystèmes, à la nature, qui lui permet de faire son business. Et ça, c'est que le bug de notre système économique, c'est qu'on a un système comptable qui est complètement borgne et qui n'incite pas, qui n'oblige pas les entreprises à réparer, à restaurer, à protéger les fondamentaux qui lui permettent de gagner de l'argent, ce qui est quand même un non-sens. Donc, il faudrait qu'on puisse mettre en place, bien sûr, des systèmes de comptabilité multicapitale, mais ça, c'est pas pour demain la veille. Alors peut-être que la CSRD qui va arriver bientôt et qui va obliger les entreprises à définir des trajectoires validées par la science. Si c'est pas clair pour tout le monde ce que c'est que la CSRD, on peut en dire quelques mots? La CSRD, c'est la régulation européenne issue du Green Deal qui va remplacer, en France en tout cas, la déclaration de performance extra-financière, la fameuse DPEF, et qui, sur la base d'une étude de double matérialité, ça c'est nouveau par contre, c'est les effets notamment des changements climatiques sur l'entreprise, mais les impacts également de l'entreprise sur les changements climatiques, là ça va être plus rock'n'roll, vont devoir définir des trajectoires de décarbonation validées par la science, parce qu'en fait la target elle est déjà définie, c'est 1,5, on va voir ce qu'on va voir, et les entreprises vont devoir mettre en place donc les actions et les KPI qui permettront ensuite à une autorité tiers indépendante de venir vérifier que la trajectoire est tenue. Alors les entreprises qui ne vont pas y arriver vont être potentiellement auront affaire à la justice pour non-respect donc de la CSRD. Oui, ça va devenir contraignant, donc ça c'est une grosse différence. Ça c'est là où je voulais en venir, merci. C'est que de toute manière, c'est bien de réfléchir à son raison d'être, c'est bien donc forcément de réfléchir au renoncement, voilà. C'est bien aussi de réfléchir à la façon dont on fabrique un bien essentiel, parce qu'on peut être sur des biens essentiels, sur des produits essentiels, comme l'a dit monsieur. On aura quand même besoin encore de se nourrir quelque temps, de se loger. Mais après, c'est comment on le fait.
Donc on peut être sur des business essentiels, mais le faire mal. Donc aujourd'hui, nous, on réfléchit au C3D, et puis aussi dans ma propre entreprise, sur comment faire, par exemple, du bâtiment autrement, c'est-à-dire net zéro, parce que de toute façon, c'est la seule target qu'il faut qu'on puisse avoir. Donc il y a quand même moyen maintenant de faire autrement, parce que la bonne nouvelle, c'est que dans pratiquement tous les secteurs d'activité, à part un ou deux, on peut faire autrement. Donc éliminons le non essentiel, gardons l'essentiel, mais en le faisant autrement, et en espérant que la régulation va permettre d'accélérer tout ça, parce que c'est vrai que les entreprises innovent essentiellement sous la contrainte. Les entreprises qui ont suffisamment de leadership à leur tête pour arriver à s'imposer des révolutions comme on est en train de parler, simplement pour être les premiers de la classe, ça n'existe pas. Il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup. Il faut vraiment des leaders qui ont une grandeur d'âme, parce que tout ça, il faut quand même se dire, on va gagner moins d'argent. Hein. Oh là là, oui, mais il va falloir qu'on choisisse entre gagner moins d'argent et rester vivant, ou en gagner plus et mourir. Voilà, un choix. Merci Fabrice. Et justement, aujourd'hui, il y a évidemment cette question de l'évolution de la régulation, et il y a aussi toute une question de différents imaginaires qui s'opposent dans le monde de l'entreprise. On l'a évoqué un peu ce matin, Cyril Dion parle beaucoup de la bataille des imaginaires, de la bataille des récits. Thomas, vous avez écrit dans le magazine Ouzbek Erika un article qui justement évoquait Yvon Chouinard, donc côté Patagonia versus Elon Musk, SpaceX, Tesla et compagnie. Choisis ton camp, camarade. Donc on a un peu quand même des imaginaires très très opposés qui se confrontent dans le monde de l'entreprise, entre une vision très technologique des choses, technosolutionniste, ou une vision justement peut-être plus axée autour de la sobriété, justement le renoncement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore se dire que que les entreprises doivent choisir entre ces deux mondes, ou est-ce qu'il y en a un qui devient, ces deux visions du monde, ou est-ce qu'il y en a une qui devient vraiment dominante? Oui. Alors pour revenir en tout cas sur les visions du monde théoriques d'Yvon Chouinard et Elon Musk, peut-être que la première remarque que l'on peut faire, c'est que ces deux visions du monde paraissent incommensurables. Ces deux imaginaires paraissent littéralement relevés de deux cosmologies qui s'ignorent. Et ce qui me paraît intéressant derrière l'un et l'autre de ces imaginaires, c'est qu'en fait, l'imaginaire de Elon Musk, c'est un imaginaire du dépassement. C'est un imaginaire étroitement lié à ce que Kenneth Boulding appelait à la fin des années 60, début des années 70, l'économie des cow-boys. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de sans cesse trouver des frontières et de faire tout ce qu'on peut pour aller au-delà de ces frontières. Pourquoi pas? L'imaginaire de Yvon Chouinard, moi j'aime utiliser le vocabulaire de la paix. Pour moi, c'est un imaginaire de l'apaisement. C'est un imaginaire selon lequel l'enjeu qui doit nous relier les uns et les autres consiste à faire en sorte que les systèmes humains se réconcilient avec le système Terre. C'est un imaginaire qui n'autorise pas la possibilité de quitter la Terre, qui fait en fait une hypothèse assez forte, à savoir c'est pas sûr que l'on ait une vie plus agréable sur un autre caillou quelque part dans l'espace. Dans les deux cas, ce qui est intéressant quand même, je ne suis pas... je dirais, un détracteur invétéré d'Elon Musk, même si je n'ai pas forcément la plus grande sympathie pour le personnage. Ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est qu'ils essayent de basculer d'un régime de la réponse. En fait, si on n'a pas d'imaginaire élaboré, on ne fait que subir le réel. On ne fait pas l'effort de redéfinir le réel. On subit. Et à chaque déviation du réel par rapport à ce que l'on en attend, on assomme avec une réponse. Par exemple, si dérive financière il y a, on assomme à coup de nouvelles capitalisations, etc. Donc Musk comme Chouinard ont pour eux de proposer quand même un basculement d'un régime de la réponse vers un régime de la proposition. Ils ont une attitude propositionnelle. Musk nous dit, franchement, ça va le faire sur Mars. Et Chouinard nous dit, prenons simplement le temps de réfléchir ensemble à des manières d'apaiser la relation qu'on a au vivant. Et il me semble que dans les entreprises, le rôle des imaginaires est bien effectivement de passer de ce régime de la réponse au régime de la proposition, ne serait-ce que pour attirer des nouvelles collaboratrices et des nouveaux collaborateurs. Qui a envie de travailler
pour une entreprise qui pourrait avoir inscrit en lettres dorées sur son fronton le slogan des punks « No future ». Personne ne va travailler pour cette entreprise. Donc l'imaginaire est aussi un outil au service de la confiance interne, la confiance avec les collaboratrices et collaborateurs et la confiance externe. L'imaginaire peut être un moyen de transformer une entreprise en attracteur, au sens, je dirais, gravitationnel du terme. C'est-à-dire que l'entreprise donne envie à d'autres de venir se joindre à son imaginaire, de donner corps à un imaginaire et de recréer des îlots de cohérence dans un monde où justement on recherche des cohérences qui paraissent s'être dissoutes dans les actualités qui ne font que nous accabler. Donc les imaginaires, quels qu'ils soient, outillent le passage d'un mode réactif à un mode proactif. Ensuite, évidemment, on peut être soit muskien, soit chouinardesque, selon ses préférences. Et les étudiants de l'EM Lyon, ils sont plutôt chouiniens ou... Non, chouinardiens, ouais, ou muskiens. Ouais, chouinardesque ou muskien. On va créer des mots en plus pour désigner tout ça. Je pense que les étudiants de l'EM Lyon sont une version, je dirais, réduite de la société. J'y vois pas particulièrement de singularité. Ce qui me semble par contre détecter, y compris dans les prises de parole des étudiants dans la salle de classe, c'est que ces visions du monde ne savent plus du tout se parler entre elles. Je ne vois plus de manière évidente pour des étudiants empreints d'un imaginaire ou empreints d'un autre imaginaire de se parler. L'art de la controverse a juste disparu. Oui, et on pourrait s'attendre à ce que justement l'école ou même le monde de l'entreprise reste un lieu pour cet art de la controverse. Enfin, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Ouais. En fait, dans les entreprises, le technosolutionnisme, c'est encore ce qui domine aujourd'hui. Hein. Il y a quand même beaucoup d'industriels qui disent aux grands patrons que le changement climatique, c'est un problème technique. Voilà, on va résoudre ça à grands coups d'hydrogène, de véhicules électriques, de NR, et ça va le faire, quoi. Donc il faut investir énormément, il faut faire de la croissance verte, et on va y arriver. Ça, c'est le discours qui domine encore dans ces sphères-là. Mais il n'y a pas que le climat. Il y a les autres limites planétaires, il y a les ressources, et on voit bien que Milos l'avait déjà modélisé au niveau macro, et puis le modélisateur Iris va le modéliser au niveau micro. Ça passe pas. Donc le discours qu'il faut pouvoir tenir, et là on est complètement dans l'objet de la table ronde, c'est qu'il faut redonner du sens au mot progrès. Parce que dans la tête de beaucoup d'industriels, le progrès, il est forcément technologique. Mais le progrès, on peut le redéfinir. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin de technologie. Mais de baser la notion de progrès uniquement sur la technologie, c'est là le grand mensonge, en fait. Parce qu'on n'y arrivera pas, pour des raisons physiques. Donc, nous, on prône plutôt l'utilisation de la technologie pour revenir dans les limites planétaires. C'est ça, redonner du sens au progrès. C'est-à-dire, c'est au service de la sobriété. On prend en compte l'effet rebond, bien entendu. Et c'est ce que Philippe Biwix appelle le techno-discernement. Et il a raison, parce qu'on va avoir besoin de technologie, mais pour quoi faire ? On a besoin de technologie pour revenir dans les limites planétaires, pas pour faire des brosses à dents connectées ou des distributeurs de croquettes pour chiens solaires ou des voitures de 2 tonnes électriques. Ça, c'est pas du techno-discernement. Donc, je pense que les entreprises commencent à le comprendre, peu encore, mais le vrai sujet, c'est ça. C'est pas être anti-technologie, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi faire. Et c'est l'usage et le mésusage. Et ça, c'est une discussion qu'il faut avoir dans les comités de direction, se dire, oui, il faut qu'on développe la technologie, si et seulement si cette technologie nous permet d'atteindre notre trajectoire de décarbonation et les autres trajectoires, notamment liées aux ressources. Si c'est pour autre chose que cela, c'est pas bon. Il faut renoncer. Pierre-Jean Blazevic, au groupe Ponticelli et chez SMRI, vous êtes plutôt chouinardesque ou muskien ?
Choisis ton camp, camarade. Hein, Alors, de culture, nous sommes plutôt muskiens, puisque nous sommes des techniciens avant tout. Mais la tendance est de devenir chouinardesque, évidemment. Et vous arrivez à faire dialoguer les deux camps au sein de l'entreprise ? On arrive à faire dialoguer les deux camps au sein de l'entreprise, grâce notamment au comité prospective, qui est constitué d'un échantillon représentatif de la société, mais plutôt avec des jeunes, et donc qui impulse cette volonté de dialogue et cette volonté de changement. Et en plus, comme vous l'avez évoqué en présentation, il dispose d'un droit de veto sur le plan stratégique, ce qui a été d'ailleurs assez compliqué à faire passer au conseil de surveillance. Mais maintenant que le comité prospectif dispose de ce droit de veto, il peut réellement influencer les décisions stratégiques de l'entreprise et par là même devenir plus chouinardesque que muskien. Et il y a un truc qui est hyper important, c'est quand on dit chouinardesque ou muskien, dans les entreprises, il va falloir qu'on fasse la différence entre ce qu'on appelle haute technologie et les low-tech. On dit les low-tech, c'est de la basse technologie, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Hein. Et il faut qu'on arrive à mettre dans la tête des gens que développer des low-tech, de l'ingéniosité dans les process, ça peut demander énormément d'intelligence humaine. Et dès lors qu'on se fixe des limites, je vais vous donner un exemple. Chez Bouygues, on a fait réfléchir nos ingénieurs sur un bâtiment où on divise par 5 l'empreinte carbone par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Au début, on aurait réfléchi à ça il y a 10 ans, ils nous ont dit mais c'est juste pas possible. Eh ben, on l'a fait. Et alors ça s'appelle Archisobre et on va le présenter au public la semaine prochaine. Et quand on se fixe des contraintes qui ne sont plus des contraintes de nos limites, mais qui sont plutôt des contraintes où il n'y en a pas d'un point de vue physique, mais on se fixe des contraintes physiques et on accepte les limites planétaires comme données d'entrée de la conception, eh bien on s'aperçoit que le génie humain, une fois qu'il est réfléchi dans la bonne direction, il fonctionne aussi. Et là, on utilise des technologies qui sont extrêmement low-tech, mais extrêmement ingénieuses. Et c'est ça, en fait, les sciences de l'ingénieur, en fait, la vraie science de l'ingénieur. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et j'y pense parce que le Shift a fait son séminaire d'association début juin dans un ancien moulin et on voyait un moulin à eau qui produisait de la farine et c'est vrai qu'on voyait toute l'ingéniosité de ces machines qui là heureusement avaient été bien préservées. Donc oui, il y a toute une ingéniosité de la low-tech à préserver et à retrouver. On va passer à des éléments un petit peu plus concrets justement. Donc là, on a parlé de la façon dont on pouvait cadrer ces scénarios et ces imaginaires en entreprise, les différents imaginaires qui peuvent s'opposer. Mais très concrètement, comment est-ce qu'on fait pour justement embarquer les entreprises dans cette démarche déjà de remettre en question leur raison d'être et leur mode de fonctionnement au prisme des limites planétaires. Thomas Gauthier, dans votre cours Futur durable, c'est quelque chose que vous avez exploré et notamment via l'expérience immersive. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, très rapidement, la séquence pédagogique des Futurs durables, c'est une occasion pour les étudiants, en travaillant avec des vraies entreprises, comme SMRI par exemple, d'amener les dirigeants de ces entreprises à faire l'expérience de Futur. Dit autrement, les Futurs ne sont pas présentés par les étudiants sous forme de présentation PowerPoint, parce qu'à titre personnel, j'ai jamais ressenti une émotion très vive devant une présentation PowerPoint, aussi sophistiquée soient les slides en question. Même celle de Jean-Marc Jancovici. Joker. J'ai jamais non plus ressenti jusque-là des émotions très vives en lisant des documents techniques de prospective, quand bien même les messages qu'ils portent sont vertigineux. Par exemple, les rapports du GIEC. Par contre, je me souviens de films que j'ai pu voir, je me souviens de situations dans lesquelles j'ai pu jouer mon propre rôle, être impliqué, et c'est un petit peu cette idée que l'on appelle expérience immersive dans les Futurs durables et qui consiste à faire jouer aux représentants des entreprises qui viennent apprendre des futurs leur propre rôle dans des scènes fictionnelles mises en scène
théâtre d'improvisation pour les amateurs et les amatrices, où les étudiants jouent d'autres rôles pour faire atterrir les futurs dans l'entreprise, mais les faire atterrir de manière tout à fait banale. Par exemple, un dirigeant va être amené en 2033 à répondre à des questions de journalistes. Par exemple, une dirigeante va être alpaguée par un militant lors d'une manifestation. Par exemple, Pierre-Jean et d'autres membres de son comité de direction vont être interrompus pendant une séance de leur conseil d'administration par des représentants des populations locales. Et que fait alors le dirigeant ou la dirigeante dans ce futur ? C'est à lui ou c'est à elle d'improviser, mais quoi qu'il arrive, à la sortie de cette expérience immersive, il repart avec des souvenirs du futur. On a quelque part remis le curseur un peu plus à l'équilibre entre une trop grande croyance en l'efficacité des moyens et des réussites passées et des futurs pluriels auxquels on pourrait tout à fait avoir affaire. Une séquence des futurs durables réussis, c'est une séquence à l'issue de laquelle, quand les dirigeants et dirigeantes rentrent dans leur entreprise autour de la machine à café, ils ne parlent pas du dernier conseil d'administration, mais ils parlent de celui qui aura lieu dans 10 ans. Donc les futurs doivent être quelque part vécus dans la chair. Il faut pouvoir raisonner intellectuellement, raisonner aussi physiquement avec les futurs pour qu'ils ne disparaissent pas quand on reprend ensuite pied dans la réalité et dans le présent. Pierre-Jean Blazevic, justement, vous avez vécu ce cours dans votre chair. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et surtout, quelles ont été les discussions à la machine à café quelques jours après? Alors, je l'ai vécu à double titre, en tant qu'étudiant tout d'abord, et ensuite en tant que chef d'entreprise. Alors, ça s'est traduit par une accélération de la prise de conscience en 3 temps, j'allais dire. Le premier temps, c'est la compréhension. Vous avez introduit la table ronde en définissant ce qu'est la prospective. C'est très important de revenir au basique. Qu'est-ce que la prospective? C'est un mot que tout le monde utilise, mais sans vraiment savoir ce qu'il en est. Donc la compréhension amène le passage à l'action, puisqu'on comprend mieux ce dont il est question. Une fois qu'on l'a compris, mais là on est motivé, c'est la phase de motivation, parce qu'on dispose enfin d'un outil pour pouvoir se projeter dans le futur et en tirer éventuellement des actions à mettre en œuvre dans le présent pour que ces futurs soient durables. Donc ça, c'est le deuxième volet du passage à l'action. Et ensuite, le troisième volet, qui est un petit peu moins glamour, c'est le malaise. Thomas en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le dirigeant est plongé dans des scénarios immersifs à 30 ans, avec des codes qui ont changé, des lois qui ont changé, et le dirigeant se retrouve totalement démuni dans ce genre de situation. Et je l'ai été, et j'ai été mal à l'aise, mais ce malaise a catalysé ma prise de conscience. Donc voilà, trois volets: compréhension, motivation, malaise. Et Caroline, justement, quand on discutait en amont de cette table ronde, vous me disiez que pour vous, le rôle des émotions et notamment du choc est essentiel dans cette démarche de prospective. Et s'il n'y a pas de choc, c'est que ce n'est pas de la prospective ou qu'en tout cas ça a été mal fait. Comment est-ce que vous utilisez dans le cadre d'Iris ces émotions et quelles ampleurs vous leur donnez dans votre travail ? Effectivement, souvent dans un travail de prospective, on se dit que si les gens qui lisent les scénarios n'apprennent rien ou ne sont pas au moins surpris, si ce n'est choqués, c'est qu'on a mal fait notre travail en fait, parce que l'idée c'est effectivement d'ouvrir le champ des possibles. Et je pense que ce qui est encore plus important pour nous qui essayons de créer des outils de stratégie en fait, donc de parler au département de stratégie, au COMEX, etc., des entreprises, c'est aussi de se rendre compte que jusqu'à présent, la stratégie, c'est beaucoup de PowerPoint, d'Excel, de chiffres, des gens qui sont en costume, qui sont très sérieux, qui sont tous très rationnels et qui ont un peu oublié que en fait, c'était des humains avec un corps, des besoins, des émotions, etc.
et qui font semblant d'oublier, parce qu'en fait, on est tous situés. Et donc, même si on a envie d'être tout le temps rationnel, c'est faux. On a prouvé, en fait, souvent, la science a prouvé qu'on prend des décisions aussi encore plus à cause de nos émotions ou de nos besoins physiques, etc. Donc, c'est important, en fait, pour nous d'utiliser ça, d'en prendre conscience. Et du coup, dans le projet IRIS, on ne veut pas effectivement faire des scénarios qui sont seulement ou des outils avec des chiffres, etc. Parce qu'il y a un risque, en fait, que même si on a lu le rapport du GIEC, qu'on a vu la courbe et qu'on a conscience des chiffres, c'est pas suffisant, en fait, pour agir. Et je pense que c'est ce que vous disiez, c'est d'avoir ressenti le malaise, d'avoir vraiment fait face aux émotions qui fait que là, on a envie d'agir. Et quand on en avait parlé, effectivement, je pense qu'on le voit dans le succès des fresques qui permettent une compréhension située, collective, effectivement, où les gens bougent des cartes. Et j'aime beaucoup finalement les 3 temps de la fresque du climat, où on a la compréhension, donc effectivement, il y a la tête, et ensuite il y a ce moment des émotions, qui est très difficile en tant qu'animateur ou animatrice, parce que les gens n'ont pas très envie, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude dans nos sociétés, mais qui est finalement le moment le plus crucial, parce que c'est là où on se reconnecte avec cette envie d'agir, en fait. C'est là où on se dit, mais il y a vraiment un problème, on le ressent. Et le problème du coup ensuite, c'est que on a compris, on l'a ressenti, et là on veut agir, et souvent en entreprise on n'a pas les moyens d'agir, on a l'impression d'être coincé par des réglementations, par le besoin d'être profitable, ou alors on ne sait pas à quels outils se tourner. Et donc effectivement notre ambition en tout cas dans IRIS, c'était de donner des outils suite à ça, donc pas forcément des outils tout de suite au jour le jour, mais de dire là vous réfléchissez à l'avenir de votre entreprise, vous lisez des scénarios, vous comprenez, mais vous avez aussi des outils pour tester différentes actions. Et puis aussi, quand vous proposez de nouveaux récits, parce que c'est notre idée, quels sont vos nouveaux imaginaires, de pouvoir les tester. Et là, c'est d'aller au-delà du greenwashing, en fait, de se dire, OK, c'est pas grave, on va changer de récit, on va être en accord avec la nature, et du coup, on va tout faire avec de la biomasse. Ah, mais en fait, ça marche pas, parce que tous nos amis, ils ont eu la même prise de conscience, et ils vont aussi tous tout faire avec de la biomasse, sauf qu'il n'y en a pas assez. Donc là, c'est une deuxième prise de conscience collective, et c'est pour ça que dans le projet IRIS, on a une 15aine d'entreprises partenaires. C'est aussi de se parler, effectivement, dans Bouygues, de se parler et de créer aussi de nouveaux imaginaires collectifs et de vérifier que ça fonctionne. Oui, de vérifier que ce bouclage peut se faire. Et là, donc vous avez parlé de la fresque, de l'importance effectivement de sensibiliser. Après, est-ce que les entreprises donnent toujours les moyens à leurs salariés, à leurs collaborateurs d'agir derrière? Enfin, une fois qu'on a cette prise de conscience et qu'on est sensibilisé, on peut rester malgré tout un peu verrouillé dans ce qu'on peut faire au sein d'une entreprise. Enfin, je m'adresse d'ailleurs à vous tous. J'imagine, Fabrice, côté Bouygues ou côté C3D, il doit y avoir pas mal d'exemples un peu de dissonance cognitive au sein des organisations où on affiche des fresques et des tas de belles actions et en fait où on empêche les équipes de vraiment transformer leurs pratiques. Ouais, on arrive à ce point. Moi, ça fait tellement d'années que on arrive au moment donné où aujourd'hui, c'est bon, la prise de conscience, elle est en train d'émerger très fort. Alors pas chez tout le monde, hélas, mais dans les entreprises, on est passé d'un sujet anecdotique ensuite à la plus importante des choses secondaires, et maintenant c'est devenu stratégique. La difficulté maintenant, c'est qu'on sent de l'émotion partout grâce aux outils pédagogiques dont Caroline a parlé, il y en a d'autres, et les gens sont un peu dans le désarroi parce que so what, on fait quoi derrière? Et ce qu'on souhaite faire au C3D, ce qu'on s'est donné cette raison d'être, cette mission-là, c'est de dire maintenant que petit à petit cette prise de conscience est en train d'opérer grâce aux jeunes générations, grâce aux patrons qui commencent à se rendre compte que de toute façon, s'ils continuent de se mentir à soi-même, ça ne va pas le faire. Alors il y a la tragédie des horizons, c'est vrai, hein. Il y en a beaucoup qui essayent de gagner un peu de temps, c'est la génération prochaine qui va s'en occuper, alors qu'on n'a pas le temps d'attendre la prochaine génération. Et pour ceux qui sont les moins inconscients, les moins cupides, les moins cyniques, etc., ils commencent à nous poser la question, comment on gagne de l'argent sans détruire le vivant. Et comment on gagne de l'argent sans détruire le vivant? Ça passe par prendre en compte les mythes physiques, mais ça passe surtout, et c'est la seule façon de faire, changer le modèle économique. Dis-moi comment tu crées valeur, je te dirai qui tu es. Et là, force est de constater qu'il n'y a pas 50 000 façons de faire autrement. On a parlé du renoncement, très bien, il faut arrêter de fabriquer de non essentiel. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, bon.
Et là, l'économie linéaire que tout le monde connaît aujourd'hui, hein, j'extrais des matières premières que je ne paye pas, je fabrique des produits, je les utilise, je les jette, ça ne reboucle pas, ce n'est pas durable. Donc il faut absolument qu'on arrive à mettre en place des modèles basés sur l'intensité d'usage, sur l'économie de la fonctionnalité, qu'on arrive à mettre un imaginaire dans la tête de nos clients que la vraie liberté demain, ça sera de pouvoir tout utiliser sans forcément tout posséder. Et ce n'est pas grave, parce que tout le monde n'utilise pas tous les outils, tous les produits du quotidien 100% du temps. Donc il faudra qu'on puisse plus partager pour faire baisser la pression environnementale de la fabrication des produits. Parce que l'idée que tout le monde doit avoir tout, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Et je pense que cette économie du partage, de la mutualisation, de la collaboration, ça peut induire, je pense, une nouvelle façon de travailler entre les entreprises déjà, en partageant des flux, en s'échangeant des flux, mais aussi vis-à-vis des consommateurs, d'avoir une relation de proximité, parce qu'en fait, le consommateur va être utilisateur du produit. Et donc, les entreprises vont mieux comprendre comment les utilisateurs utilisent les produits. Donc, cette notion de données pour améliorer toujours la performance du produit. Mais le produit va pouvoir être utilisé par beaucoup plus d'utilisateurs parce que tout le monde ne l'utilisera pas en même temps. Et donc, cette économie de la fonctionnalité, c'est ça le modèle d'affaires des entreprises de demain. Et la difficulté pour les entreprises, c'est comment on passe d'un modèle linéaire à un modèle permacirculaire. Donc, dans les grandes boîtes, on ne peut pas faire le grand soir. Parce qu'il y a aussi une petite composante qu'il ne faut pas oublier, c'est les sous-traitants, les fournisseurs, qu'il faut pouvoir accompagner. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise sous-traite, grosso modo, 70 ou 80% de son chiffre d'affaires. Hein. Donc, on ne pourra pas le faire tout seul. Et alors moi, je vous donne un exemple, parce qu'il ne faut pas que ça reste théorique. On travaille, chez nous, sur le bâtiment banque de matériaux, le matérial as a service. C'est-à-dire, oui, demain, quand on va fabriquer des bâtiments, on va vendre des bâtiments à nos clients. Est-ce que c'est nécessaire que ceux qui produisent des équipements se dépossèdent en fait de la propriété de ces équipements? Par exemple, quand Otis livre un ascenseur dans un bâtiment, l'ascenseur il devient la propriété de la maîtrise d'ouvrage du possesseur du bâtiment. Mais ça, c'est pas bien. Parce que une fois que l'ascenseur il est la propriété du bâtiment, Otis il s'en désintéresse. Et puis, même s'il y a de la maintenance, ça ne va pas l'inciter à faire des produits qui durent très très longtemps. Donc l'idée, ça serait demain qu'on puisse le rémunérer, non pas sur un achat direct de l'équipement, mais sur l'usage. Et pareil pour l'éclairage, pareil pour tous les équipements qui ont de la valeur aujourd'hui. Et donc de rentrer dans cette logique de l'intensité d'usage, de la fonctionnalité, ça va inciter les manufacturiers et les entreprises à fabriquer enfin des produits durables, parce que chaque minute supplémentaire d'utilisation, c'est ça qui fera la rentabilité des entreprises de demain. Donc moins de produits, mais plus d'intensité d'usage. Et là, on parle d'un transfert de propriété. Est-ce que la notion même de propriété n'est pas un peu le cœur du problème? Et est-ce qu'il ne faut pas passer à davantage de biens communs? Et donc, avec la nécessité de trouver quand même un modèle économique associé à ces biens communs? Oui, il y a ce sujet, effectivement, alors, si le produit reste la propriété de celui qui l'a fabriqué, il y aura toujours un propriétaire. Donc, ce n'est pas la fin tout de suite du capitalisme, si c'est ça ta question. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir une approche où on a des produits qui ne sont pas conçus, fabriqués dans une logique d'extrême durabilité. Et on sait aujourd'hui, les industriels le savent très bien, qu'on serait capable aujourd'hui de fabriquer des machines à laver qui ne tombent jamais en panne. On serait capable de faire des équipements dans plein de domaines qui durent deux, trois fois plus longtemps qu'aujourd'hui. On est capable. Qui ne filent pas. Des collants qui ne filent pas, des ampoules qui durent plus longtemps. On est capable, les industriels sont capables de le faire. On est capable, nous, de faire des bâtiments, oui, qui durent 2, 3, 4 fois plus longtemps. Donc il faut rentrer dans cette logique maintenant du temps long. Et on voit bien d'ailleurs que les seuls bâtiments qu'on visite quand on va en vacances, c'est des bâtiments qui ont été fabriqués il y a 200-300 ans. Hein. On ne va pas visiter des bâtiments qui ont été fabriqués il y a 30 ans. Et donc il faut qu'on arrive à retrouver en fait cette notion du temps long et de payer l'usage. C'est la seule façon pour nous de s'en sortir.
Et concrètement, à qui doit-on s'adresser dans les entreprises? Enfin, là, je m'adresse à vous tous et toutes. Qui sont les bons interlocuteurs pour activer et accélérer cette prise de conscience et ce passage à l'action? Est-ce que ça se passe forcément au niveau des dirigeants, des COMEX, ou est-ce que ça peut, enfin, on évoquait tout à l'heure les jeunes générations, ça peut venir aussi des nouveaux entrants? Est-ce qu'il vaut mieux faire pression sur la société, que la société fasse pression de l'extérieur? Qu'est-ce qui fait le plus bouger les lignes selon vous dans les entreprises? Je vais parler de mon expérience, mais pour des entreprises sous forme de SA ou de SAS, si vous voulez faire bouger les lignes, il faut s'adresser au conseil de surveillance ou au président. Mais là, on est dans des entreprises privées de type SA, SAS, donc il y a bien d'autres cas. Et puis avec, ce qu'évoquait Fabrice tout à l'heure, la tragédie des horizons, puisque ces personnes sont souvent relativement âgées et rentières, ou en tout cas n'ont peut-être pas autant d'intérêt à préserver absolument les conditions d'habitabilité de la Terre pour les années à venir. Alors, peut-être pas dans votre cas, mais dans l'absolu. Je m'inscris un petit peu en faux avec votre théorie, et je vais vous faire une réponse un petit peu partisane. Dans le cadre des entreprises familiales, puisque le groupe Pontis-Célifard est une entreprise familiale, ils n'ont pas de souci de rentabilité à court terme, il n'y a pas de fonds d'investissement, il n'y a pas de rapport à produire pour satisfaire la bourse. En revanche, il y a de la pérennité à trouver pour que l'entreprise, qui a plus de 100 ans aujourd'hui, elle puisse perdurer les 100 prochaines années, pour que tous les arrière-petits-enfants, les arrière-arrière-petits-enfants puissent trouver un intérêt à posséder une action de la société. Donc il faut satisfaire cet actionnariat-là. Et donc les entreprises familiales, selon moi, sont un des leviers pour assurer la transition énergétique. Voilà. Et climatique. Ouais, les collaborateurs, c'est vrai que maintenant ils sont un peu en position de force aujourd'hui pour influer sur les décisions stratégiques, parce qu'à une époque c'était une ressource qui était abondante. Maintenant c'est une ressource qui devient de plus en plus rare, donc il faut les garder, et pour les garder il faut pouvoir tenir le bon discours et donner des preuves d'amour comme quoi la transition ou la transformation est effectivement en cours par la transformation des modèles d'affaires, j'insiste là-dessus. Mais là où je suis complètement d'accord avec monsieur, c'est la deuxième partie prenante qui peut faire accélérer les choses, c'est les conseils d'administration, qui, heureusement, la régulation, comme l'arbitre Grouchy, ça va arriver trop tard, mais ça arrive quand même, peut tenir pour responsable des administrateurs demain qui ne valideraient pas les bonnes décisions pour tenir les trajectoires. Donc quand ils vont se rendre compte de ça, les administrateurs, soit ils démissionnent du conseil d'administration, soit ils vont finir en prison. Parce que c'est ça qui va se passer en réalité. Donc, à partir du moment où ils vont se rendre compte que c'est eux qui valident la stratégie, et que si la stratégie qui continue de valider d'année en année, c'est l'entreprise écocide, l'entreprise prédatrice, comme c'est le cas aujourd'hui, quand va arriver l'heure de chercher des coupables, des grands procès, parce qu'on est à la veille de ça, il ne faut pas se leurrer. Ça y est, c'est parti avec le devoir de vigilance, avec la CSRD, avec la taxonomie. Dans la décennie qui vient, on a vu comment ça se passe au niveau des énergéticiens, les banques, et les prochains qui vont passer à la moulinette. Je sais où sont ces entreprises, qui sont aujourd'hui incapables de démontrer qu'elles vont aller vers le net zéro. Incapables, parce qu'elles n'ont pas changé leur modèle d'affaires. Elles sont sur des améliorations anecdotiques, où au mieux, elles vont gagner 10 ou 15%, et encore, parce que comme elles sont dans des perspectives toujours de croissance, il va falloir qu'elles découplent. Et on sait très bien que le découplage, il est impossible en absolu. Et en relatif, ça ne sert à rien, parce que même si on arrive à découpler en relatif, si on est toujours dans une logique de micro-croissance, eh bien, pour la planète, ça ne changera strictement rien. Donc il va bien falloir qu'il y ait des vraies ruptures dans la façon de produire la valeur. Et ça, c'est les conseils d'administration qui doivent dire, maintenant on arrête de jouer. Il faut vraiment qu'en 10 ans, là, vous ayez modifié votre modèle d'affaires, que vous ayez fait les renoncements qui sont nécessaires, que vous ayez changé la façon de produire la valeur pour ce qui est encore essentiel. Et si vous voulez rester sur un même niveau, un même volume d'activité, eh bien, diversifiez-vous dans des activités qui sont essentielles. Et c'est ça, en fait, le rôle d'un conseil d'administration responsable.
Donc nous, ce qu'on a décidé de faire au C3D, c'est qu'on aurait dû y penser plus tôt, hein, tant pis, hein, mieux vaut tard que jamais, c'est de nous rapprocher de cette communauté des conseils d'administration, des administrateurs, ils sont 5900 en France, pour bien leur indiquer leurs responsabilités. Hein. Il y a des initiatives qui sont prises, notamment Chapter 0, hein, qui propose des questions à poser en conseil d'administration sur OK, très bien, vous avez prévu de faire plus X% à l'horizon 2030. Est-ce que c'est complètement compatible avec votre trajectoire SBTI 1.5 ? Oui ou non ? Expliquez-nous, montrez-moi les KPI, montrez-moi comment vous allez vous y prendre. Et c'est en posant ce genre de questions qu'on va peut-être pouvoir commencer d'arrêter, pour beaucoup d'entreprises, de raconter tout et n'importe quoi sans éléments de preuve. Parce que c'est vrai qu'au début, de faire ces promesses qu'on va raser plus gratis là, dans les années qui viennent, ça peut tromper, ça peut amuser certaines parties prenantes, mais le temps va passer et on va demander aux entreprises de mettre les points sur les courbes. Et quand on va s'apercevoir que en fait, tout ça ne bouge pas, c'est là que la judiciarisation risque d'arriver assez vite. Et ça, je peux vous dire que les entreprises, ils ont peur de deux choses. Il y a des enjeux d'image très forts, et puis bien sûr des enjeux de réputation liés à des procès qui ne manqueront pas d'avoir lieu. 5900 administrateurs, je mets ça en parallèle des 1500 étudiants, je crois, qui passent par vos cours chaque année. Donc pourquoi ne pas leur faire une expérience immersive pour les former, les pousser à agir avec un peu de malaise ? Pourquoi pas ? Je ne dis pas non, c'est une excellente idée. Je voulais peut-être juste en 30 secondes rebondir sur les propos de Fabrice. Je pense que ce qui est très difficile aussi pour les directions d'entreprise, c'est de considérer que les phénomènes dont on est en train de se parler, les transformations dont on est en train de se parler, avancent de façon non linéaire. On a juste un gros souci avec l'idée que les points de bascule qui sont devant nous, qu'il s'agisse de points de bascule biophysiques ou de points de bascule sociaux, ne vont pas arriver tranquillement, par petites touches. Le lundi matin, on va se rendre compte qu'il y a un léger changement, puis un léger changement. Les procès en inaction climatique dont parle Fabrice, le pari n'est pas hasardeux que celui de dire ils vont se multiplier de manière exponentielle. Ils ne vont pas se multiplier de manière linéaire. Un conseil pratique peut-être pour des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise, c'est de sonder, d'être extrêmement à l'écoute de la sociétalisation de leur activité, c'est-à-dire de l'intérêt croissant que portent des acteurs qui aujourd'hui ne font pas partie de leur partie prenante, mais qui pourraient très rapidement peser sur les choix qui vont être faits. Exemple, l'industrie spatiale. Aujourd'hui, franchement, on a l'impression que c'est un sujet d'experts. Les experts parlent aux experts. Mais si on regarde juste un instant le sous-sujet des débris spatiaux, là je lance un pari hasardeux devant témoins, les débris spatiaux, c'est un phénomène qui va probablement être sociétalisé au sens où la société civile va rapidement s'en saisir et va dire aux acteurs du New Space, les gars, c'est pas sûr que ce soit une bonne chose pour l'avenir de l'humanité que vous continuiez à très grande vitesse de polluer les basses couches de l'espace avec des satellites qui peut-être ne produisent pas tant de suppléments de bien-être ou de qualité de vie. Un conseil très pratique, et ça, n'importe qui en entreprise peut être à l'écoute quand vous discutez avec un fournisseur, quand vous discutez avec un client, quand vous allez à une conférence comme celle d'aujourd'hui, repérez les signaux de la sociétalisation. Les experts qui parlent aux experts, les discussions, les décisions en chambre derrière des portes closes, ça, c'est vraiment quelque chose du passé. Les frontières ne sont plus celles d'hier. L'espace transactionnel sécure d'une entreprise où on ne parle que entre gens bien informés, c'est terminé en fait. Oui, effectivement. Et ces débris spatiaux ne vont pas aller dans le sens du camp muskien pour les années à venir. Caroline, du côté d'Iris, est-ce que vous avez l'impression que les entreprises, en tout cas qui jusqu'à maintenant ont rejoint le mouvement, ils vont plus par enthousiasme, par conviction ou par peur justement de ces procès et de cette régulation et de tous ces risques de transition qui pourraient leur tomber dessus ? Je dirais un peu entre les deux. C'est un petit peu plus par pragmatisme, par souci d'assurer sa pérennité, en fait.
peut-être on demandera à Fabrice pourquoi est-ce qu'il a rejoint le camp. C'est pas, pour être complètement honnête, c'est pas la même raison pour chacun. On a des personnes qui représentent la stratégie, la RSE, enfin différents endroits dans l'entreprise, et c'est souvent en fonction de de où est-ce qu'elles en sont effectivement dans la transition. Un des arguments les plus, je pense, qui résonne le plus, c'est cette question de comprendre qu'effectivement c'est l'accès aux ressources qui est le plus facile en fait à comprendre pour une entreprise. Et là, ça touche à leur business model effectivement de fond, quoi, de se dire, ben là, si demain j'ai pas accès à ces matières, ou si tout le monde essaye de les avoir, en fait là, ça rentre vraiment dans une façon de penser qui est courante. Après, on en a qui viennent plutôt aussi en se disant, bon bah là, il faut s'adapter, quoi. C'est presque avec la question d'adaptation qu'on arrive vers comment on atténue. Bon, après, il y a effectivement une grande avancée des entreprises dans les dernières années, en tout cas dans leur compréhension des enjeux, et une grande envie d'avoir des outils pour les aider à agir plus vite. Et pour compléter ce que vient de dire Caroline, nous, ce qui nous a motivés là-dedans, c'est que c'est vrai que quand on écoute les discours des États aujourd'hui sur leur feuille de route de décarbonation, ou beaucoup de feuilles de route des entreprises encore, c'est de continuer comme avant, avec le même niveau de croissance, avec des produits soi-disant plus verts, qui permettra de ne pas changer grand-chose à nos comportements, mais de maintenir la même rentabilité du capital, etc. Ça, c'est le discours qui domine encore. Sauf que, en ce qui nous concerne, en Coda, on est une boîte d'ingénieurs, et on aime bien faire quand même des calculs de coin de table pour voir si effectivement ça passe. Et Iris, c'est excellent comme initiative, parce que je vous donne un petit exemple quand même, parce que moi je suis un vieux collaborateur. Je suis rentré chez Bouygues, je le dis souvent, en 1989, la tonne de cuivre était à $107. La tonne de cuivre aujourd'hui, elle est à $8200. Bouygues participe beaucoup à l'extraction de ce minerai en tant que sous-traitant des grandes industries extractivistes. Les mines de cuivre dans les années 70, 80, 90, c'était entre 10 et 16% de minerai de cuivre par tonne de minerai, de métal par tonne de minerai. Aujourd'hui, on est entre 0,6 et 3%. Donc pour récupérer la même quantité, il faut en remuer beaucoup plus. Et lorsqu'on projette la transition, c'est pour ça que je ne crois pas à la transition énergétique, écologique, etc. des entreprises, ne serait-ce que sur ce métal-là, on peut faire pareil sur le lithium, sur le cuivre, sur le cobalt, sur le nickel. Ça passe pas. Une voiture électrique, c'est 80 kg de cuivre versus 20 kg pour un véhicule thermique. Le bois, on a fait le truc pour le bois, on s'est dit, le béton, c'est caca, très bien, on va tout faire en bois. Ah bah non, ça ne va pas le faire. Il n'y aura pas assez de bois. Donc, on a besoin d'avoir des outils qui nous permettent donc non seulement de shifter notre modèle d'affaires, mais de le faire dans les limites planétaires. Parce qu'il n'y a pas que le carbone. Avec un bouclage systémique. Avec un bouclage. Et, voilà, et on n'a pas ces outils-là. Donc, j'ai dit à monsieur tout à l'heure que lorsqu'on est dans une école de commerce aujourd'hui, on apprend à faire des business models d'entreprise basé sur comment je me positionne par rapport à la concurrence. Grâce à ma petite micro-innovation, je vais pouvoir me différencier par rapport à tel concurrent, donc je vais pouvoir prendre telle part de marché. Un bon concurrent, c'est un concurrent mort, c'est ce que pensent de nous les concurrents. On est dans cette logique guerrière de prise de part de marché, et jamais, 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 on se préoccupe au fait, est-ce que l'intendance logistique des matières premières et l'énergie va suivre ? Mais si les matières premières sont trop chères dans ce pays-là, on ira dans un autre pays. Et puis s'il n'y a plus cette matière première, on en prendra une autre. Pendant des décennies, les entreprises ont raisonné comme ça. Je pense que ça, c'est fini. Et effectivement, ça peut être intéressant aussi que vous en disiez un peu plus sur si cette transition ne peut pas avoir lieu justement parce que les choses ne seront pas linéaires et lentes, qu'est-ce qui va se passer selon vous ? Ça va nécessiter d'abord de concevoir différemment. Donc, l'éco-conception, ce n'est pas qu'un concept abscon, c'est l'éco-conception, ça veut dire comment je vais utiliser non pas moins de matière, parce que ça, les ingénieurs, ils l'ont fait depuis toujours. Mais le problème, c'est qu'il y a le paradoxe de Givens, qui s'appelle l'effet rebond. Et ce qu'on gagne en intensité, si on le perd en volume, c'est zéro. Donc, l'objectif, c'est de mettre la sobriété au service des limites planétaires. Donc, de dire il faut qu'on accepte de caper des limites
de partir de limites indépassables. Ça, pour un ingénieur, c'est nouveau. Il faut reconnaître que c'est nouveau. Et on va rejoindre l'idée de la conception ultra frugale, voilà, en s'inspirant le plus possible de ce que sait faire la nature, donc de création de valeur en dépensant très 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 peu d'énergie et en étant capable d'autoproduire les ressources dont elle a besoin elle-même. C'est pour ça qu'on parle de bâtiments autoproducteurs de flux physiques et d'eau, hein, pour être le moins dépendant possible de grands systèmes extérieurs. Et donc s'inspirer de la nature, la bio-inspiration, c'est une nouvelle façon de concevoir les produits et les solutions de demain. Et surtout, et j'aurais peut-être dû plus insister là-dessus, c'est cette logique de collaboration, de passer de la compétition exacerbée de tous contre tous, là, à se dire, mais même avec ses concurrents, sur certains sujets, de dire, bon, ça serait peut-être bien quand même qu'on travaille ensemble, qu'on arrête de se faire la guerre sur tout et n'importe quoi, et sur des grands enjeux qui sont la survie de l'humanité, essayons d'avoir des approches communes, ne serait-ce que sur les matériaux, pour chasser en meute et arriver à des niveaux de disruption dont on va avoir besoin. Et je pense que là, ce que j'attends des écoles de commerce de demain, c'est que ces écoles de commerce enseignent la conception avec des outils qui permettent de se resynchroniser par rapport aux limites planétaires. Ça devrait être enseigné, donc c'est pour ça que l'outil devrait être rapidement donné à ces écoles de commerce et aux écoles d'ingénieurs, de réapprendre la conception en utilisant des données d'entrée qui ne sont pas simplement les matières premières, on les trouvera quoi qu'il arrive, mais dans une approche ultra frugale, bio-inspirée et dans une logique d'économie permacirculaire basée sur le réemploi et l'intensité d'usage. Inch'Allah. Inch'Allah. Sur ce point, je renvoie d'ailleurs notre audience aux travaux du Shift sur la place des sujets énergétiques et climatiques dans les formations, dans les écoles d'ingénieurs, dans les formations en gestion, en finance. Donc on a tout un programme de recherche très, très riche sur ce sujet. Alors on va peut-être passer aux questions du public. Donc vous avez Céline juste là qui va circuler. Oui. Oui, bonjour à tous et à tous. Merci pour ces différentes interventions. On parle depuis une heure du coup d'imaginaire entreprise. Le mot salarié a été prononcé une fois, le mot employé ouvrier 0 fois, le mot collaborateur, oui, du coup une partie des cadres est bien conscient et c'est très bien. Mais du coup, c'est vraiment pouvoir faire repenser un imaginaire et penser une vraie transition sans plus de démocratie en entreprise et sans une vraie aussi justice sociale qui soit inventée en entreprise. Merci. Merci. Qui veut répondre ? Oui, Pierre-Jean. Alors je vais répondre, mais je ne vais pas généraliser. Je vais dire ce qui se passe dans le groupe Ponticelli Frères. Alors, vous avez raison, le mot ouvrier n'a pas été prononcé, mais le mot collaborateur, oui, et ça englobe évidemment les ouvriers. Concernant le comité prospective du groupe Ponticelli Frères, c'est un panel en fait de collaborateurs. Et il y a une représentativité autant de cadres, de dirigeants, d'agents de maîtrise ou d'ouvriers. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre mieux que ça, mais la représentativité du comité prospective, je pense, est fidèle à ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. S'il vous plaît. Ah, pardon. Je peux rajouter quelque chose. Effectivement, on s'est un peu concentré sur la prospective, qui est effectivement un terrain de jeu beaucoup des dirigeants d'entreprise aujourd'hui. Je n'ai pas précisé que du coup, les outils qu'on développe dans Iris ont vocation à tous être open source et dont on s'interroge. Alors pour l'instant, on essaye de les construire déjà, mais revient régulièrement sur la table. Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on ne construit pas un imaginaire nous-mêmes, on donne finalement des outils. Et ensuite, à charge effectivement des entreprises de s'en emparer, et on l'espère avec tous leurs collaborateurs en fait. Et c'est quelque chose, je pense, qui nous tient à cœur de se dire, une fois que ces outils sont open source, comment est-ce qu'on va vers différents types de parties prenantes pour qu'ils s'en emparent en fait. Il ne faut pas penser effectivement que cette compréhension des limites planétaires n'est que le jeu des puissants en tête d'entreprise, mais que ça doit effectivement être un sujet pour tous et dont tous s'emparent. Alors, Oui, autre question. ici,
Tout au fond. Tout au fond, oui. Merci, oui. Deux questions très rapides. La question, c'est est-ce que la stratégie RSE influe sur vos politiques de recrutement? Dit autrement, est-ce que vous sentez qu'il y a des collaborateurs, futurs collaborateurs et candidats qui vous posent de plus en plus la question sur vos orientations, ou est-ce que ça reste très marginal? Et deuxième question, peut-être plus pour M. Gauthier, c'est à savoir, est-ce que dans l'école de management, vous indiquez le fait que, par exemple, les institutions représentatives du personnel, les syndicats, peuvent être des acteurs qui peuvent contribuer à l'établissement de l'imaginaire? Merci. Je peux peut-être répondre à la première partie de la question. Ou Thomas, tu veux... Non. Concernant le recrutement, donc pour le groupe Pontis Célifrère, qui a une activité dans les énergies, mais aussi bien dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles, on est dans un virage. Je vous rappelle quand même que 83% de l'activité économique de la planète est basée sur des énergies carbonées. Donc on ne va pas mettre off demain matin, sinon on va droit vers une grosse catastrophe. Donc cette transition, il faut qu'elle se fasse. Dans ce cadre-là, le groupe Pontis Célifrère a investi dans des sociétés dans les énergies renouvelables. Et dans une de ces acquisitions, le fait que ce soit le groupe Pontis Célifrère qui a des activités dans l'amont pétrolier, par exemple, eh ben, on a eu 40% de démissions dans cette société à cause de ça. Voilà. Alors qu'on considère qu'on n'est pas des voyous, qu'on a de réelles, vraies, bonnes intentions. Néanmoins, voilà, c'est un fait, c'est un constat. Et moi, je vais tenter une réponse, mais elle sera insatisfaisante parce que je dois avouer mon défaut de connaissance sur le sujet. Le rôle des syndicats et des différentes représentations dans l'entreprise, dans les constructions collectives d'imaginaire, je me le raconterai de la manière suivante. Comme tous mes collègues ici l'ont rappelé, ces nouveaux imaginaires paraissent inévitables parce qu'il faut, je dirais, apaiser les relations des systèmes économiques avec le système Terre. Donc les imaginaires sont une nécessité existentielle. Mais ces imaginaires pourraient avoir un défaut, pour certains d'entre eux, qui est ils reposent sur une forme de potentielle descente en complexité du monde. Quand on parle de systèmes peut-être plus résilients, de systèmes plus robustes, peut-être de sobriété, c'est un terme qu'on n'a pas forcément employé d'ailleurs durant cette table ronde, tout cela pourrait concourir à des modes d'organisation économique et sociale moins sophistiqués, alors que la stabilité de nos sociétés, que ce soit à l'intérieur d'une entreprise ou à l'échelle d'une nation, la stabilité des collectifs humains repose sur la faculté des dirigeants et des dirigeantes de satisfaire cette attente de plus de complexité. Et donc, pour en revenir au rôle de toutes les puissances représentatives dans une entreprise, dans la construction d'imaginaire, il est essentiel parce que si le collectif n'est pas entièrement engagé dans la construction et, je dirais, derrière l'implémentation d'un nouvel imaginaire, ce qui risque, c'est pas tant en fait que l'entreprise concourt à dépasser les limites planétaires, c'est que sa stabilité ne soit plus garantie, que l'entreprise devienne dysfonctionnelle, que le niveau d'organisation à l'intérieur de l'entreprise ne permette plus des échanges constructifs entre des forces qui sont en tension à des moments de négociation salariale, négociation concernant les augmentations annuelles, par exemple. Je termine pour essayer de reboucler sur ce que je dis. Impliquer toutes et tous dans une entreprise, dans la construction et ensuite le vécu d'imaginaire, c'est probablement incontournable pour que l'entreprise ne se désagrège pas. Et ça vaut aussi à l'échelle d'une nation. Impliquer toutes et tous dans la construction d'imaginaire, c'est peut-être en fait un incontournable pour éviter des formes de désagrégation. Ce qui est peut-être plus menaçant encore que le dépassement d'une 7e, puis d'une 8e, puis d'une 9e limite planétaire, c'est l'implosion des formes organisées de nos sociétés.
Quand on dit anthropocène, dépassement des limites planétaires, on dit quoi? On dit qu'on est sorti de 12 000 ans de stabilité climatique, mais on sait que c'est bien la stabilité climatique qui a permis à l'homme de vivre en société. Et donc, si ces nouveaux imaginaires ne sont pas des œuvres collectives, ce qui risque de, disons, devenir très difficile, c'est de vivre de manière organisée. Du coup, ma réponse, elle n'est pas super satisfaisante, mais au moins, je vais réfléchir un peu plus à la question. Est-ce que vous voulez compléter à ma gauche? Non. Ok, autre question, peut-être une question féminine? Oui. Ah, magnifique. Merci. Lorraine, je travaille pour le Centre des jeunes dirigeants. Je vous remercie pour la qualité de cette plénière. Donc, au Centre des jeunes dirigeants, on représente principalement des TPE et des PME, quand même très largement. On est très attentif à cette question des imaginaires et on sait qu'en TPE, PME, on est quand même plus à l'aise et plus agile pour justement faire l'expérience et pas être uniquement dans la transmission de connaissances, mais en face des TPE, PME, il y a déjà une dépendance à toute une chaîne de valeur et à toute une série de parties prenantes. Et puis, il y a aussi une dépendance souvent aux grands groupes. Or, on a quand même bien l'impression d'être en face d'un bloc avec un imaginaire tout à fait différent quand il s'agit des grands groupes. Donc, je voudrais bien vous entendre sur la stratégie prospective à mener vis-à-vis de ces groupes-là, qui ont quand même une large part du pouvoir sur les modèles économiques. Merci. Je pense que c'est pour toi, Fabrice. Ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas blanc et noir. Hein. Moi, je suis vraiment le premier à vouloir que ça aille plus vite. Et alors, ce qu'on fait, en attendant que ça aille mieux, c'est comme on doit décarboner notre entreprise et nos entreprises, et quand on fait son bilan carbone, vous savez que le scope 3A, c'est celui qui pèse le plus lourd, donc c'est vous. Voilà. Donc c'est vous, le scope 3A, c'est les fournisseurs, les sous-traitants. Parce que, par exemple, un exemple chez vous, quand on gagne 1 euro, il y en a 67 centimes qui repart immédiatement dans le tissu des fournisseurs et des sous-traitants. Donc pour arriver à tenir nos trajectoires, on ne pourra pas le faire sans vous. Mais donc comment on arrive à trouver un mode opératoire qui permet de vous continuer de vivre et nous de tenir la trajectoire. Donc on a organisé, en ce qui nous concerne, un procès qui s'appelle les Carbon Fighters avec nos fournisseurs, nos sous-traitants. Alors bien sûr, on ne peut pas travailler avec les 157 000 d'un coup. Donc on travaille avec ceux, c'est vrai, qui ont l'empreinte carbone la plus importante dans notre propre empreinte. Et par granulométrie, on descendra petit à petit vers tout le monde. Mais il faut bien, on a une logique 80-20 qui est logique, parce qu'il y a un problème de bande passante aussi des équipes pour travailler sur les modèles d'affaires. Et ce qu'on fait avec eux actuellement, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on leur dit, c'est maintenant, arrêtez de nous vendre vos produits. Vendez-nous le service de vos produits. Parce que c'est la meilleure solution pour arriver à décarboner, parce que vous-même, vous allez rentrer dans une autre logique de non plus je fabrique et je vends et je m'en débarrasse, mais je vends le service associé au produit dont je garde la responsabilité. Et franchement, ça marche. Je vais vous raconter une petite histoire avec une société qui s'appelle Hilti. Hilti, c'est des perceuses, des perforatrices, etc. Pendant des années, nous, sur les chantiers, on achetait ces machines et on achetait les consommables de ces machines. Et puis sur un autre chantier, on rachetait ces machines, puis ces consommables, etc. Et ça nous coûtait vachement cher, on se les faisait voler, ça se cassait, etc. Puis un jour, on a mis un coup de sifflet à roulette, on a été voir Hilti, puis on leur a dit pouf, pouf, on change la règle du jeu. Sur chaque chantier, on définit nos besoins de telle ou telle machine en fonction des besoins. Et vous nous livrez le matériel avec les consommables. Vous formez ou vous conversez avec les ouvriers qui les utilisent. Puis à la fin du chantier, vous venez rechercher votre matériel, vous le remettez en état, puis vous nous le redonnerez sur un autre chantier. Donc on n'achète plus de machines. Voilà, on les loue en fait. On loue et non seulement ça nous coûte moins cher, Hilti, ça les intéresse parce qu'ils fidélisent, parce qu'on a un contrat du coup qui n'est plus un contrat ponctuel, mais un contrat de service, donc sur plusieurs chantiers. Donc pour eux, c'est intéressant. Et cerise sur le gâteau, comme on est en permanence en contact avec cette entreprise, il y a un retour d'expérience direct entre nous, utilisateurs, et eux, fournisseurs. Donc on améliore l'ergonomie, la santé, enfin les effets sur la sécurité,
sur le bien-être de nos collaborateurs. Donc tout le monde y gagne avec ce modèle économique. Et aussi, on améliore notablement notre empreinte carbone, parce qu'au lieu d'acheter ces produits en fait, ils sont en permanence réparés, réemployés, récupérés pour être non pas recyclés, mais pour que ça dure le plus longtemps possible, parce qu'eux, ils ont intérêt à ce que ça dure le plus longtemps possible, la durée de vie de ces machines, donc ils n'ont pas les mêmes façons de les concevoir par rapport au monde d'avant. Ça, c'est un exemple parmi bien d'autres où on est en train de changer notre façon de travailler avec nos partenaires. Donc vous avez raison d'être sévère dans votre analyse, parce que ce n'est pas la majorité, mais les choses sont en train de changer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions aujourd'hui. Alors, face à l'urgence climatique, on le sait, la plupart de nos concitoyens et concitoyennes sont prisonniers d'un dilemme entre fin du monde, fin du mois. Pour les entreprises, c'est la survie à court terme ou à long terme. Vous l'avez bien dit, c'est un faux dilemme, étant donné que c'est le choix entre mourir à moyen terme. Donc ma question, c'est, en tant que salarié, quels sont nos moyens d'action concrets pour réussir à faire sortir les instances dirigeantes des entreprises de ce déni qui devient de moins en moins compréhensible, plus on est sensibilisé. Parce que finalement, sans arrêt brandir l'argument du modèle économique, des réalités économiques, on parle d'un système économique qui repose sur l'hypothèse que les ressources naturelles sont infinies, inépuisables, gratuites et privatisables. Et c'est ceux qui défendent une sortie de ce modèle qu'on traite d'utopistes et de fous. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Merci. Loin de l'imaginaire, hein. On est dans la vraie vie là pour le coup. On n'a pas du tout parlé de l'aspect finance. Voilà, on est dans un système, c'est un peu la reine rouge. Hein. Si on pédale pas toujours plus vite chaque année, on n'arrive pas à rembourser les prêts, on n'arrive pas à rémunérer les actionnaires qui, pour certains d'entre eux, ont des visions extrêmement court terme. Donc là, c'est le procès du capitalisme basique là, hein, que vous êtes en train de faire. Donc, c'est clair que l'argent n'est pas comestible, hein, et que ça va être compliqué de continuer le déni et de ne pas prendre en compte ce que vous venez de dire. Ça rejoint le problème de la gouvernance. Et alors, on va se le dire entre nous, comme ça on sera sûr. Il va falloir qu'on accepte de gagner moins. Hein, c'est aussi bête que ça. Et la meilleure question qu'on doit se poser, nous, en tant que citoyens qui sommes aussi des salariés, c'est avant d'acheter quoi que ce soit demain, c'est en ai-je vraiment besoin ? Voilà, ça c'est déjà la première question. Et puis derrière, après, si on veut vraiment accélérer quand même la prise de conscience, qu'on n'en est pas loin de la prise de conscience, je vous le dis tout de suite, hein, on n'en est vraiment pas loin. Et c'est les phénomènes, les événements climatiques qui sont en train d'éclairer. Et c'est compliqué pour beaucoup de dirigeants aujourd'hui parce qu'il y a plein d'injonctions contradictoires. Ils ont une pression énorme de leurs salariés qui disent « Attendez, ça ne peut pas continuer comme ça ». Ça commence à arriver par les clients. Et les clients, si vraiment les clients deviennent vraiment prescripteurs d'une nouvelle façon d'acheter, ça peut changer très très vite. Donc on a une responsabilité en nous en tant que consommateurs, quelque part. Et puis, les administrateurs, eux aussi, doivent comprendre que l'objectif, c'est peut-être d'accepter une baisse de la rémunération ou au moins de réaffecter une grande partie des profits dans la réinvention des modèles d'affaires, parce que ça va nécessiter beaucoup d'investissements. Moi, je suis dans une entreprise où il y a quelques filiales dans cette entreprise-là qui pourraient faire du bas carbone, de l'ultra bas carbone même, mais il faut qu'on ait plus de prescriptions de la part des clients, ce qui n'est pas encore le cas, notamment les clients publics, ce qui est quand même un comble. Et il faut qu'on accepte aussi d'investir dans des machines, osons le dire, qui sont d'une nouvelle génération. Et le problème, c'est qu'il va falloir qu'on accepte de faire ce qu'on appelle des actifs échoués, hein, de ringardiser des machines qui sont encore opérantes, mais qui produisent trop de carbone. Et c'est compliqué pour une entreprise d'accepter de dévaloriser ses actifs finalement alors qu'ils sont encore bons, quoi. Ça c'est très compliqué intellectuellement, mais on n'a pas le choix. Donc cette notion de la baisse de la rentabilité relative, hein, l'objectif c'est toujours de gagner de l'argent parce que l'entreprise va disparaître, mais cette baisse de la rentabilité relative et de la réaffectation des profits pour investir dans la transition,
c'est la question qui doit se poser dès maintenant. Et c'est le rôle des conseils d'administration. Je me permets juste de rebondir avec une autre question qui est liée. Justement, on parle de réduire la rémunération de tout le monde dans l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'exemplarité à donner de la part des dirigeants? Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas d'entreprises où l'écart de salaire est extrêmement élevé. Est-ce qu'on observe une évolution positive de ce côté-là? Je ne sais pas, par exemple, très concrètement, chez SMRI ou Ponticelli? Alors, on ne se sent pas vraiment visé parce qu'on est une entreprise de taille intermédiaire familiale où on est loin des revenus du CAC 40. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Néanmoins, là où je suis d'accord, c'est que l'exemplarité, elle doit venir de la part du dirigeant, mais pas seulement du dirigeant, du conseil d'administration, des conseils de surveillance, de tous les organes de gouvernance, bien sûr, qui doivent être exemplaires. Et la transparence, pour ça... je pense que c'est la bonne solution. Alors, d'autres questions? Oui, il y en a une ici. Oui. Oui, vous parliez tout à l'heure de judiciarisation en fait, des comportements, notamment des administrateurs. Alors j'envie vraiment votre optimisme parce que vous disiez que pour les banquiers, il y a eu des procès. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des procès depuis 2008 qui ont sanctionné les banquiers sur leur méthode. Donc je ne sais pas si dans les prochaines années, on va avoir des procès d'administrateurs en raison de leur agissement. J'espère, mais si c'est passé comme avant, j'ai quand même des très très gros doutes. Et ma deuxième question, ce serait sur le réemploi. Je ne sais pas, alors là je parle plutôt à Bouygues parce que vous faites partie du groupe Bouygues et notamment dans la construction. Moi je travaille dans un secteur où on essaie de construire des bâtiments en réemploi, notamment les charpentes. Je dois vous avouer que c'est extrêmement compliqué, il y a très peu d'entreprises et Bouygues ne s'est pas positionné et on se regarde, c'est un secteur qui n'a pas du tout été créé et on a également des gros problèmes sur les assurances puisque les assurances privilégient le neuf. Et en termes d'imaginaire, je pense que le neuf, par rapport au réemploi, pour l'instant, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu le terme neuf durant la conférence. Et je pense qu'il faudrait quand même le réduire fortement et aller sur de seconde main réemploi. Et là, actuellement, ce n'est vraiment pas le cas. Et on a des gros problèmes au niveau des assurances qui privilégient toujours le neuf. Voilà. Alors, vous avez complètement raison. Et c'est bon combat actuellement, en tout cas, chez Bouygues. Alors, je suis un peu plus optimiste que vous sur ce qui se passe sur le réemploi. Vous avez peut-être entendu parler du booster du réemploi, l'initiative de la KTMT. Alors ça démarre. On a plusieurs, en tout cas en ce qui nous concerne, projets actuellement où on embarque du réemploi sur plusieurs types d'équipements, des produits blancs, des chemins de câbles, même des armoires électriques, des faux planchers, etc. Donc on ne peut pas dire qu'on est complètement à zéro, mais là où je vous rejoins, c'est qu'on est très très loin d'être à l'échelle de ce qu'on pourrait faire. Mais la bonne nouvelle, il y a plusieurs bonnes nouvelles là, qui vont en faveur du réemploi et qui vont booster, je pense, le réemploi dans les mois qui viennent. Dans la réglementation environnementale pour le neuf comme pour l'ancien, eh bien, dès lors que vous utilisez du réemploi, ça compte pour zéro dans votre empreinte carbone. Et comme l'empreinte carbone, ça va devenir quand même l'alpha et l'oméga de la mesure de la performance, je pense que là, ça va se mettre en place. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En ce qui nous concerne, ce n'était pas prévu de faire cette pub-là, mais on pense que c'est tellement important qu'on va ouvrir cette année la plus grande plateforme de réemploi en France, à Vitry-sur-Seine, sur le domaine des Ardoines. Parce que vous savez que dans les bâtiments, c'est comme dans le cochon, hein, tout est bon. On peut récupérer dans les BHU, les bâtiments hors d'usage, pratiquement tout. Par contre, il ne faut plus démolir comme des sauvages. Il faut démanteler, curer, remettre en état les équipements qu'on va récupérer, les briques, les chemins de câbles, les faux planchers, etc., pour ensuite les remettre sur le marché pour rénover les bâtiments pour faire du neuf. Et sur l'assurabilité, on a trouvé des solutions, monsieur. C'est possible de remettre en assurance, mais il faut travailler aussi, il faut remettre en concurrence les assurances. Ça leur fait du bien, mais on y arrive. Et maintenant, la difficulté, c'est de convaincre les prescripteurs, donc les maîtrises d'ouvrage, les promoteurs, la maîtrise d'ouvrage publique, que incorporer dans leur cahier des charges du réemploi, c'est pas faire de la mauvaise qualité, bien au contraire. Et aujourd'hui, plus on aura de prescripteurs qui vont demander, qui vont exiger du réemploi, eh bien, ce n'est pas un problème d'offre, parce qu'on en a 46 millions de tonnes aujourd'hui de réemploi potentiellement par an. C'est un problème de demande. On n'a pas assez de demande. Mais les choses sont en train de changer. Franchement, ça fait 6-7 ans qu'on travaille là-dessus. Vous savez, c'est la métaphore de la bouteille de ketchup. Hein.
L'ancien modèle, vous savez, quand vous secouez la bouteille, il n'y avait rien qui sortait, puis à la 6e secousse, il y a tout qui sort en même temps. Ben là, on y est là. Ouais. Bonjour, merci pour cette table ronde. J'avais une question. Je pense que, je suis d'accord avec ce que vous dites et avec ce qu'il faut faire, mais comment est-ce qu'on fait ça pour une entreprise face à, par exemple, des pays comme l'Inde ou la Chine qui n'ont pas les mêmes règles que nous? Est-ce que les politiques ne sont pas censées nous aider aussi? Alors, franchement, on pose 50 fois la question. Alors, si on est les seuls à être vertueux, si les autres ne le sont pas, qu'est-ce qui se passe? Mais avant de répondre à une question, j'ai oublié de répondre sur la partie judiciarisation. J'ai bien conscience qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu encore de condamnation des banques ou des... mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de procès, mais d'analyse juridique et des organismes qui sont en train d'attaquer en justice sur la base du devoir de vigilance ces entreprises. Je suis bien placé pour vous dire qu'il y en a beaucoup en ce moment qui sont dans l'œil du cyclone. Alors on verra, compte tenu du temps très très long de la justice, qu'est-ce qui aboutira de tout ça. Pour l'instant, pas grand-chose, mais on est passé de rien à quand même pas mal je ne sais pas, moi je ne suis pas juriste, mais d'analyse juridique et des parties prenantes qui portent plainte en fait pour inaction climatique. Et je pense que ça va s'exacerber. Alors concernant la Chine et l'Inde, moi je pense qu'une des forces qu'on aurait nous en France à s'imposer à nous-mêmes des très hauts standards de décarbonation dans nos industries, toute industrie, je pense que ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de prendre conscience qu'il faut produire le monde autrement avec des paradigmes économiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a fait depuis des années, ça peut nous donner un avantage demain pour que quand les autres vont se réveiller, eh bien, qu'on puisse les aider et qu'on puisse montrer comment on s'y est pris. Donc, n'attendons pas en fait que tout le monde s'y mette pour s'y mettre. Il faut qu'on se l'impose à nous-mêmes et qu'on en fasse demain peut-être un avantage pour pouvoir exporter un savoir-faire de frugalité et de sobriété partout dans le monde. De toute manière, on sait très bien que tout ne pourra pas commencer partout en même temps pour différentes raisons, de prise de conscience notamment. Mais en ce qui nous concerne, si on est les meilleurs dans les bâtiments bas carbone, ultra bas carbone demain, je ne doute pas que dans d'autres pays, ils vont être intéressés par nous copier dans ce domaine-là. Et ça sera vrai pour les différents types de mobilité, ça sera vrai dans plein de domaines. Donc on a tout intérêt, nous en France, si on veut être les nouveaux phares du monde de l'économie bas carbone, eh bien, de se l'imposer à nous-mêmes d'abord pour pouvoir ensuite entraîner le monde avec nous. Bonjour. Petite question par vous, Monsieur Bonifay, par rapport à ce que vous disiez sur les conseils d'administration et le fait qu'on ait des cadres réglementaires. Je travaille dans l'industrie aéronautique à Toulouse, je suis sous-traitant, et je travaille avec les shifters pour essayer de donner plus de cadres réglementaires pour décarboner l'aviation. Comment dans notre société, donc vous dites qu'il faut influer sur les conseils d'administration. Le CA d'Airbus, il a une certaine maîtrise de l'imaginaire, pour revenir au débat, d'un avion vert décarboné. Il s'impose pas mal dans les médias, malgré certaines répliques de notre côté. Comment influer sur une entreprise de cette taille, sur un secteur industriel qui, en plus, en France, participe à la balance commerciale française, emploie des centaines de milliers de personnes, quand le cadre réglementaire, on va dire, ne contraint pas beaucoup le CA ni le secteur à faire plus que, comme vous disiez, de l'investissement vert, de la rupture technologique, etc. Encore toi, Fabrice. Alors, c'est sûr que autant des solutions pour faire autrement existent dans quasiment tous les domaines, autant le net zéro pour Airbus en 2050, j'ai du mal à imaginer à quoi ça peut ressembler. Hein. Alors qu'effectivement, il y a des gens qui nous font croire que c'est possible, avec en plus le doublement du trafic aérien, si j'ai bien compris. Hein. Bon, tant qu'on a des gens qui croient au Père Noël, ça peut le faire.
Mais le sujet en fait que vous êtes en train de soulever, c'est un sujet de balance commerciale, c'est vrai, mais c'est aussi un sujet social en réalité. Hein. C'est qu'est-ce qu'on dit à tous ces gens-là. Aujourd'hui, on leur fait croire des choses qui sont fausses, et je pense que la plupart des gens qui travaillent dans ce domaine-là, qui ont 2 neurones connectés, savent que c'est pas vrai, que vous n'arriverez pas à décarboner cette industrie dans le temps qui nous reste, compte tenu de la flotte existante, etc., etc. Donc le sujet, c'est un sujet social, là, en vérité. Hein. C'est un sujet social parce que, de toute façon, de faire voler tous les avions au jus de betterave, ça ne va pas le faire pour des raisons de conflit d'usage. Donc ça, c'est Iris qui nous l'a dit. L'hydrogène, n'en parlons pas. Donc le voler moins, là, pour le coup, là, ça va s'imposer, hein, de gré ou de force. Et donc, plutôt les conseils d'administration, je ne sais pas si vous pouvez leur en parler, ils vont commencer à prendre, pour prendre une métaphore aérienne, un virage sur l'aile pour imaginer qu'est-ce que pourrait être Airbus en 2030 ou en 2035. Parce que je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'avions, mais à mon avis, il y en aura quand même de moins en moins. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Et c'est ça la question. Donc la question, c'est de se dire, avec le savoir-faire, le génie de ces gens-là, parce qu'il y a quand même des ingénieurs d'un niveau extraordinaire, des techniciens, un savoir-faire extraordinaire, est-ce qu'ils ne pourraient pas nous inventer, je ne sais pas moi, le vélo qui va à 150 à l'heure en toute sécurité, ou la voiture de 500 kg qui a 2500 km d'autonomie? Peut-être qu'il y a moyen de réfléchir ce génie technologique au profit de choses essentielles dont on continuera d'avoir besoin. Et je pense que c'est l'un des secteurs d'activité où, à date, il n'y a pas de solution crédible pour arriver à faire autrement. Mais c'est le seul. Dans tous les autres domaines, on a déjà les solutions. Et ce qu'il faut vraiment dire aux gens aujourd'hui, et c'est ça qui est vraiment un message important, c'est que quand bien même il y aurait une technologie magique qui arriverait, là j'étais à Vivatech il y a 2 jours, des technologies magiques, il y en a tous les stands là. Mais donc là, la planète est sauvée. Une fois que vous avez fait une demi-journée là-bas, vous êtes tranquille. Sauf que quand vous faites un petit peu d'histoire des transitions, écoutez Jean-Baptiste Fressoz, il va vous refroidir bien là-dessus. On s'aperçoit que même lorsqu'il y a des technologies de rupture qui sont apparues, et il y en a eu, donc ça prouve bien qu'on est capable d'inventer des trucs incroyables, mais le temps de diffusion, même si on arrive à l'améliorer beaucoup, le temps de diffusion par rapport à ce qui nous reste comme temps, vous êtes tous ici éduqués sur le fait qu'il nous reste à peu près 350 gigatonnes de CO2 à émettre pour les 1,5 degré. Donc il n'y a aucune technologie qui n'arrivera à maturité à la bonne échelle pour arriver à tenir les trajectoires qu'on devrait pouvoir tenir secteur par secteur. Donc mon conseil pour le conseil d'administration d'Airbus, c'est d'inventer le vélo du futur. Et il y a aussi quelques éléments de réponse dans le rapport qu'avait sorti le Shift avec Aéro Décarbo, pouvoir voler en 2050, qui est disponible sur notre site. Merci infiniment à tous les 4 et aussi à Liv Guyotto qui a fait de la facilitation graphique. Et bonne fin d'après-midi et bonne fin de week-end à l'univers Shifté. Merci.